tombent dans la vulnérabilité. Alors, dans cet exercice-là, le gouvernement à ce jour est la seule institution qui prend en charge les crises humanitaires actuellement en République démocratique du Congo, que ce soit au niveau des déplacés internes ou alors des Congolais qui sont allés se réfugier en dehors du pays. Pour votre information, j'étais passé ici, j'avais dit, j'étais passé au Burundi, en Tanzanie et même en Ouganda. La République démocratique du Congo est comptée aujourd'hui le plus grand, est comptée comme le plus grand donateur ou la plus grande donatrice, parce que je parle de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a l'absence actuellement de l'aide humanitaire étatique classique que nous avions toujours eu, notamment l'aide américaine qui constituait 70% de l'aide humanitaire en République démocratique du Congo, et l'aide britannique, l'UK Aid, c'était 15%. Donc du jour au lendemain, on a un manque à gagner de 85% de l'aide. Alors, il est tout à fait normal que nous puissions nous prendre en charge pour servir notre peuple. Le gouvernement n'a pas dérogé à ses responsabilités, mais en tant que responsable du secteur des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale, je suis dans le devoir de stimuler, de rendre opérationnel le volet de solidarité nationale. C'est ce que nous avons présenté au gouvernement. Il a été donc adopté que nous puissions lancer cette campagne. Permettre aux Congolais de se soutenir entre eux, c'est ça l'objectif. Mobiliser d'autres ressources accrues, participation active de tous les acteurs, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. Et aussi, nous avons mis des garde-fous, parce que certainement il y aura des questions, nous aurons peut-être le temps de répondre. Nous avons mis des garde-fous par rapport à ça. En ce qui concerne les numéraires, nous nous reposons sur les structures étatiques. Il y a la Caisse de solidarité nationale qui est sous tutelle du ministère des Affaires sociales et l'Action humanitaire, mais dans le volet de l'administration de l'Action humanitaire et solidarité nationale. Nous avons aussi, du côté Affaires sociales, la Direction générale des solidarités nationales et réinsertion qui va s'occuper des collectes de tout ce qui est comme don en nature. Et en cela, j'ai mis en place, au travers d'un arrêté, les comités de pilotage qui est constitué par des acteurs clés du ministère ainsi que les partenaires humanitaires avec lesquels nous avons l'habitude de travailler dans le cadre des nationaux de concertation humanitaire qui ont mis certains à notre disposition comme les PAM. Nous avons un grand entrepôt qui va nous servir après la collecte des dons, le mettre en place. Alors, le rôle de ces comités de pilotage, ça sera pour donner les orientations, faire les points régulièrement, si l'échec, pour que nous puissions trouver les priorités, donc classifier les priorités par rapport au dispatching de ces dons suivant les alertes qui sont mises à notre disposition, à notre information. Et je voudrais souligner que ce comité de pilotage va travailler avec un caractère bénévole. Donc, il n'y aura pas des jetons de présence à devoir signer là-dessus. C'est une activité que nous voulons aussi inculquer aux Congolais en passant les volontariats et l'idée de servir les autres. Nous allons donc recruter au niveau de tout ce qu'il y a comme assistants sociaux qui actuellement sont nombreux, mais qui ne travaillent pas. Voilà une opportunité pour eux de servir la République à ce niveau. Alors, au-delà des déplacés internes de guerre, je crois que je l'ai brossé par rapport au choc, nous allons nous occuper aussi, par rapport à cette aide que nous allons collecter, nous allons nous occuper de toutes les catégories autres vulnérables qui sont sous notre gestion, notre encadrement.
les veuves, les personnes de troisième âge, les personnes vivant avec handicap, les enfants dits de la rue, les orphelins outre mesure et des indigents. Des indigents, il y a des personnes qui n'ont pas d'autres problèmes outre mesure, si ce n'est l'indigence du fait qu'ils n'ont rien, ce sont des démunis. Donc, ils sont dans la catégorie des personnes classées comme vulnérables parce que le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale octroie des cartes d'indigence après qu'on ait retrouvé en la personne un certain nombre de critères par rapport à sa situation d'être démuni. Alors, ça va nous servir aussi donc à diminuer les risques de crise et réduire la mendicité. Parce que ça choque quand même les sensibilités. Je sais que les compatriotes que nous sommes, quand nous passons dans la rue, vous voyez un enfant en train de mendier ou une personne avec handicap en train de mendier, essentiellement des aveugles que nous voyons, les malvoyants dans la rue, accompagnés par des enfants. Ça fait mal au cœur, ça choque les sensibilités. Ou des enfants qui sont déscolarisés ou des enfants en rupture des relations avec la société qui sont devenus des pickpockets par manque d'encadrement familial. Je crois que l'État, c'est une grande famille. Nous voulons renforcer donc cette solidarité, cette entraide. Au-delà de ça, de tout ce qui est comme bien numéraire, nature, mais c'est aussi la solidarité nationale, c'est renforcer l'amour de la patrie, l'amour entre le patriotisme, c'est aussi nous aimer nous-mêmes, nous Congolais. Lutter contre le tribalisme, parce qu'on sent qu'il y a une rupture sociale. Il y a trop des invectives, des attaques inutiles dans les réseaux sociaux. Nous abusons en fait. Nous utilisons mal, nous abusons des réseaux sociaux qui constituent un outil par excellence de communication pour nous attaquer mutuellement entre nous, alors que l'union fait la force. Je pourrais peut-être terminer cette partie-là de l'introduction dans les exemples que nous avions eu à vivre. Les gens de mon âge savent que lorsque nous avions grandi dans des cours communes, si une maman vient du marché, rentre du marché, dans sa gibecière, elle avait toujours des beignets ou des biscuits à remettre à tous les enfants de la cour commune. Mais aujourd'hui, cette pratique commence à disparaître ou pas disparaît quasiment, où la personne ou la maman qui est censée donner et les personnes ou les enfants qui sont censés recevoir, chaque partie vit dans la méfiance. Je ne donne pas. On risque de dire que j'ai empoisonné l'enfant d'autrui si jamais quelque chose arrivait. Ou les enfants, chaque parent tapote les enfants mais pour dire ne mangez pas, ne prends rien. Avant que l'enfant n'aille à l'école, je te dis, je te répète, si on te donne un beignet, ne prends pas, ne partage pas. Alors, 5 ans, 10 ans après, quel genre de catégorie d'individus que nous allons créer? Le mariage, nous et telle tribu, on ne se marie pas. Nous, on ne s'entend pas. Alors, nous inculquons ça chez les enfants, où le premier contact à l'école, vous avez école au Nino, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors, moi, mon rôle, c'est aussi la solidarité nationale dans tout, même pour les partis politiques. J'ai toujours dit, les partis politiques constituent, c'est comme les clubs de football. Vous pouvez avoir toute l'adversité, je risque de citer certains clubs, je ne les cite pas, mais si j'ai dit Vita Imana, comme on sait l'adversité entre Vita Imana, on va dans Lupopoma, Zembe, Sangabalende, Mokanda, Nika, Malekesa et tout. Ce sont des clubs de football. Mais à un moment donné, il y a les sélectionneurs au niveau national qui vont tous nous sélectionner. Nous allons jouer au niveau national, comme nous avons vu l'épopée des léopards ici. Lorsque un joueur d'une équipe adverse marque son but, c'est tout le monde qui va se réjouir. Les partis politiques, c'est ça.
nous avons des compétitions au niveau provincial et après on nous sélectionne, nous devenons des députés provinciaux ou des membres du gouvernement provincial. Il y a aussi des sélections au niveau national. Nous créons notre léopard à l'Assemblée nationale, au Sénat, au gouvernement. Les partis politiques ne peuvent pas constituer une adversité jusqu'au point de devenir des ennemis. Et vous créez des partis politiques tribaux. La loi l'interdit. Hein? Ça renforce des clivages géopolitiques, etc. Non. Donc voilà mon rôle, solidarité nationale dans toutes ses facettes, l'amour du pays, dans les 4 points cardinaux de la République démocratique du Congo. Évidemment. Voilà, changement de paradigme. C'est aussi le travail que nous faisons, je pense, ici à la télévision nationale à travers le programme congolais Téléma, où les Congolais de partout dans le monde se réunissent autour de cette cause de la guerre d'agression, mais aussi autour de justement ces valeurs de solidarité qui nous caractérisent, bien au-delà de ce qu'on peut recevoir comme éducation, mais il est toujours important de tenir compte des autres en situation de vulnérabilité ou de fragilité. C'est aussi cela qui fait l'âme de ce que nous sommes. C'est aussi cela que le président de la République veut aussi réveiller en chaque Congolais. Autant on a réveillé l'esprit du patriotisme, autant l'esprit du partage et de la solidarité doit rester permanent entre Congolais. On va commencer la série des questions avec Madame Joséphine Mawete, qui sera suivie de Monsieur Patrick Lacoué. Merci beaucoup. Madame la ministre, j'ai quelques questions. La première, elle est axée sur les mécanismes concrets pour garantir la transparence et la traçabilité des fonds et donc collectés dans le cadre de cette campagne. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place afin d'assurer les contributeurs et même les donateurs que voilà, leurs biens seront entre les bonnes mains? La deuxième question, pourquoi la RDC a-t-il besoin en ce moment d'avoir une campagne qui soit permanente? Pourquoi seulement maintenant? Et pour finir, quels sont les groupes les plus vulnérables visés par cette initiative? Merci. Merci beaucoup, Madame Joséphine Mawete. Le mécanisme concret de transparence, au-delà même de la transparence, traçabilité, crédibilité. Premièrement, je me repose sur les institutions qui existent, la Caisse de solidarité nationale. C'est ça le rôle de la Caisse, mobiliser les fonds, mettre à la disposition du ministère des Affaires sociales et Action humanitaire pour soutenir justement des cas de personnes vulnérables. La Caisse existe. Donc, tout ce qui est numéraire, nous avons placé des mécanismes, que ce soit dans les systèmes de mobile money, de virements bancaires, etc. Ça réceptionne, ça passe au niveau de la caisse pour qu'il y ait cette traçabilité. L'IGF peut passer dessus, c'est clair. Et nous avons même un système actif dans un programme où chacun peut ouvrir son compte. Vous avez un compte, vous avez votre mot de passe, vous entrez dans ces comptes, vous les logez, vous pouvez visualiser. Et on sait, à chaque fois qu'on entre dans les sites, on sait voir l'évolution des mobilisations de ces ressources. Vous savez voir aussi, votre nom va être aussi marqué. Vous savez que XY personne aura donné ça. Deuxième mécanisme, deuxième verrou, ça c'est un seul mécanisme, mais avec des verrous pour renforcer la sécurité. Je vous ai parlé de la direction des solidarités nationales, qui va avoir la collecte de ces fonds, où j'ai pris un arrêté sur le centre de collecte des fonds. Il y a cette direction qui existe avec des divisions appropriées et des bureaux appropriés. C'est en fait leur rôle, suivant l'ordonnance même des compétences, des attributions de cette direction, mais ils n'ont jamais été actifs parce que ces volets-là n'ont jamais été boostés. C'est ce que nous sommes en train de faire actuellement avec tout ce qu'il y a comme papier, des documents, des bons d'enregistrement, d'encaissement et les bons de sortie lorsque nous allons devoir les dispatcher. Alors, un autre verrou, c'est les comités de pilotage.
Les comités de pilotage, la coordination, c'est à mon niveau. Et puis, tous les acteurs clés qui entrent, que ce soit dans l'administration des affaires sociales et l'administration de l'action humanitaire, sont dans ces comités de pilotage, y compris les partenaires internationaux, je les répète encore, je l'ai dit, notamment c'est OCHA dans les secrétariats techniques et aussi le PAM qui va être dans ces, au niveau de ces comités qui va s'occuper de l'orientation, de faire les points, de décider sur les priorités suivant les alertes et les urgences de la réponse humanitaire qu'il se doit. Évidemment, comme je me repose sur ces institutions étatiques, j'ai le devoir de redevabilité auprès de la hiérarchie, auprès, par exemple, des parlementaires, n'est-ce pas, ou par principe de redevabilité, par devoir de redevabilité, je vais devoir présenter cela. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, pourquoi seulement maintenant? Parce que c'est maintenant. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. On ne l'avait pas fait avant, mais je vais vous dire que mes prédécesseurs l'ont fait. Le ministre Mutinga, je crois qu'il a travaillé avec vous cette campagne. La différence, ce que moi j'ai donné un plus, c'est les caractères permanents, au lieu que ça soit seulement sporadique et puis ça s'arrête là. Je vais vous dire qu'il y a des gens qui m'ont contacté, des personnes morales, des personnes physiques, évidemment morales à travers leur direction, les entreprises, etc., qui m'ont dit on souhaiterait bien donner, je prends les cas, quand je dis zakat, vous allez comprendre de ce qu'il s'agit. Notre zakat fitri, on va donner à qui? On fait comment? Alors, il était grand temps que le gouvernement puisse canaliser, structurer, mettre en place un système permanent qui permet à ce que nous puissions répondre à toutes ces préoccupations. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent faire de l'aumône. Beaucoup, beaucoup. Mais leur problème, c'est de se rassurer, est-ce que ça va arriver à destination? Et pour arriver à destination, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, nous travaillons avec des organisations crédibles aussi, que ce soit des organisations internationales ou nationales, locales, qui nous font remonter d'ailleurs des alertes. Nous avons des divisions au niveau provincial, nous avons des chefs d'antenne au niveau des territoires. Nous allons utiliser les mêmes circuits, comme ça nous permet de bien suivre. Si nous commençons aujourd'hui à Kinshasa, parce qu'on est en train de construire les structures de ces mécanismes-là, et au fur et à mesure, nous allons aller en province. Mais je souligne que ce qui sera collecté à Kinshasa, c'est pour toute l'étendue de la République, là où la situation nécessitera à ce que nous puissions y répondre. Et je souligne que l'État n'a pas dérogé à ses prérogatives. Le Trésor public continuera à nous soutenir, mais il est de notre devoir aussi de trouver d'autres mécanismes additionnels, innovants, de mobilisation des ressources tant numéraires, fiduciaires qu'en nature, pour venir en aide à nos compatriotes, pour nous entraider. C'est très important d'apporter cette précision. Vous dites pourquoi maintenant, mais parce qu'en fait, nous l'avons toujours fait comme gouvernement, et parce qu'en plus, maintenant, il y a des Congolais qui nous appellent, il y a des Congolais qui disent qu'ils sont prêts et qui veulent. Ici, c'est un cadre qui existait parce que le compte qui va être utilisé, ce ne sont pas des comptes créés pour ce besoin, c'est des comptes qui existent depuis plusieurs semaines. Mais là, on veut rendre permanent cet exercice, de sorte que ceux qui sont souvent émus par les images, lorsque nous voyons, nous tous, les images de ces camps des déplacés, peut-être que la Mineta fera le tour de toute la centaine de camps des déplacés qu'on a répertoriés à travers la République. Lorsque vous êtes touché par une catastrophe naturelle, souvent, c'est des situations imprévues qui requièrent une réponse urgente. Et donc, de ces points de vue aussi, les cadres qui sera mis en place cette fois-ci de manière permanente, c'est ça qui fait la différence de ce qui existait précédemment, c'est que de manière régulière, nous serons en mesure, à travers les canaux habituels, de rappeler la nécessité pour les Congolais, évidemment, qui peuvent venir en aide à d'autres Congolais dans les besoins, de le faire. On va prendre les questions de M. Lacoué.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Madame la ministre d'État, ma première question est un peu émotionnelle, puisque c'est le souci. Je ne savais pas répondre à la question de cette petite fille qui dit pourquoi nous trouvons des jeunes enfants mendiants dans la rue. Et je compléterai sa question en disant le train de vie de ceux qui gèrent le pays donne l'impression de cette opulence-là qui pousse à ce qu'on se pose la question combien ils gagnent, tout ça. Et pour cette campagne que vous lancez, est-ce qu'on peut avoir la répartition géographique de aides qui seront données à ces nécessiteux? Merci. Merci beaucoup. C'est une question où nous-mêmes, nous nous posons toujours. La RDC est un pays riche, est un pays, il faut ajouter, potentiellement riche. Tous les problèmes, c'est de transformer ces richesses potentielles en des espèces sonnantes et trébuchantes pour servir à la population. Mais à quel moment la RDC devra transformer ces richesses-là lorsque pendant 3 décennies, l'attention du gouvernement, des gouvernements successifs est focalisée vers la défense et la sécurité, l'intégrité du pays, la souveraineté, qui engloutit en fait tous les budgets de l'État. Parce que pour transformer, il faut des budgets. Pour transformer, il faut une capacité d'électricité, il faut booster Inga pour que Inga puisse faire l'énergie, enfin l'industrie extractive fonctionne correctement. Pour transformer, il faut qu'il y ait d'autres potentialités, l'agriculture par exemple, il faut qu'il y ait la faisabilité de la revanche du sol sur les sous-sols avec la rentabilisation de nos terres. Ça demande des moyens d'investissement. Chaque fois qu'il y a un budget pour l'investissement, la priorité, même dans les budgets rectificatifs, va vers la focalisation de l'Est. Justement, les ennemis de la République démocratique du Congo sont en train de nous distraire. Entre autres, cette guerre, l'objectif, le but aussi, c'est ça, pour qu'eux mettent la main basse sur nos ressources. C'est pourquoi les papes avaient même dit enlevez votre main de la République démocratique du Congo. Entre autres objectifs, c'est ça. Alors, c'est pourquoi nous devons nous serrer, nous devons avoir cette solidarité-là dans tous les domaines, dans tous les secteurs, de ne pas nous diviser pour qu'ensemble nous puissions booster l'ennemi dehors, aller dans la pacification, parce que dans l'atmosphère trouble, on ne peut pas gérer, on ne peut pas produire les richesses. Nous sommes en train d'organiser ces briefings ici parce qu'il y a la paix. Hein. Il suffit qu'un coup de feu arrive ici, on ne fait plus rien. Après, on ne saura même plus communiquer. C'est ça ce que je peux répondre maintenant. Je ne vais pas revenir ici sur les efforts parce que la RTNC, à travers le porte-parole du gouvernement, tous les jours, régulièrement, il y a des émissions pour expliquer comment est-ce que du premier citoyen, le chef de l'État, le gouvernement dans son ensemble et la plupart des Congolais, nous sommes en train de nous battre justement pour trouver cette solution-là de transformation de nos ressources naturelles, le potentiel que nous avons en des richesses pour les redistribuer à tous les Congolais. Alors l'opulence par rapport à ceux qui gouvernent, ça dépend de la manière dont vous voyez cette perception. Si un véhicule de l'État constitue un élément de l'opulence, moi je peux dire que c'est un moyen de locomotion. Si l'habitat, la résidence des membres du gouvernement constitue les moyens de l'opulence, moi je peux dire qu'il y a des gens qui ont des résidences pareilles sans avoir même été au gouvernement. Il y en a qui ont plus que les membres du gouvernement. Alors, ce sont comment les jauges là est relatif. Ça dépend de la manière dont on peut les jauger. Et ils sont à combien? On peut les comptabiliser. Du bout des doigts, on connaît le nombre de membres du gouvernement, on connaît le nombre
de membres de parlement ou des gouvernements provinciaux, mais à mettre ces chiffres par rapport à la population, dilué. Et même si on prenait toutes ces richesses pour les redistribuer aux Congolais, ça ne fera rien. Mais plutôt, il faut nous mettre au travail, il faut faire en sorte qu'il y ait un cadre approprié, pacifié, pour que les gouvernements puissent travailler correctement et que chaque Congolais, nous sommes en train de faire, chacun dans son domaine, chacun dans son secteur. Si on parle des enfants, je me bats dans le cadre de l'éducation. Par exemple, moi, je suis dans l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Je suis consciente qu'il y a 23 millions de Congolais qui ne savent ni lire ni écrire, parmi lesquels il y a des enfants. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons renforcer la réhabilitation des centres de formation, les centres de rattrapage. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? On met en place des structures, des programmes pour réduire le nombre des analphabètes, parce qu'une personne qui ne sait ni lire ni écrire, entre guillemets, permettez-moi l'expression, c'est un abruti, ne saura rien faire, même s'il le fait, ça ne sera pas du consistant. C'est ce que j'ai fait à mon niveau. De toute façon, il est un point qu'il faut mentionner ici pour être précis. Comme la Mineta l'expliquait, nous sommes dans une situation de guerre qui dure 30 ans pour des objectifs précis. Mais bien au-delà d'ailleurs de ressources que cela nécessite, nous avons de l'espace et la ministre d'État qui est régulièrement en déplacement intervient sur financement des compatriotes qui sont dans des situations difficiles. La catastrophe naturelle arrive et que Lukunga déborde dans les Tanganyika, c'est une situation que vous n'aviez pas prévue, mais pour laquelle nous donnons des réponses. Et le président de la République est très insistant sur le sujet. C'est même pourquoi, à l'égal de la sécurité, à l'égal de la santé, que la ministre des Affaires sociales intervient à tout le Conseil de ministres et systématiquement, parce que le président de la République, comme la première ministre, tiennent à être informés des situations difficiles dans lesquelles les Congolais se trouvent pour intervenir. Alors, on ne va peut-être pas revenir sur des problèmes qui ont, pendant longtemps, pas trouvé des solutions. Mais observez avec nous que nous avons un programme de gratuité qui fonctionne, au-delà des difficultés qu'il y avait. Observez avec moi que le président de la République, il y a quelques mois, a présidé la table ronde sur la création de l'emploi. Observez avec nous que autant le ministre des Affaires de la formation professionnelle est élevé au rang de ministre d'État, autant la question des affaires sociales est élevée à ces niveaux. Ce n'est pas simplement à titre protocolaire, c'est au titre de l'importance que nous accordons. Évidemment, ça nécessite du temps, de l'investissement, parce qu'il ne faut pas oublier que les solutions que nous trouvons et que nous apportons, on ne l'apporte pas pour 5 000, 10 000 personnes. On apporte des solutions pour 100 millions, 50 millions. Les chiffres sont pharaoniques à l'image du pays et nous pensons notre action en fonction justement de la grandeur du pays que nous avons. Évidemment, on ne peut pas avoir la prétention de tout régler dans les années que nous avons. J'étais ce matin dans une discussion avec des étudiants et il y en a un qui a rappelé que vous dites souvent, Monsieur le ministre, on peut tout vous reprocher, mais on ne peut pas vous reprocher de manquer la volonté d'échanger. Et il est évident que les narratifs changent et que les actions du gouvernement sont de plus en plus ressenties et ils seront davantage ressentis lorsque la guerre se terminera parce que nous sommes engagés dans cette perspective derrière le président de la République. Voilà, merci, on va prendre les questions. Vous n'avez peut-être pas poursuivi les citoyens qui est démuni, non seulement la gratuité de l'éducation, il y a la gratuité de la maternité pour qu'il y ait l'accès de tout le monde à la santé. Aujourd'hui, nous sommes dans la couverture santé universelle, nous sommes en train d'avancer pour que tous les Congolais aient accès aux soins de santé et tout ce qui a, comme vous l'avez cité, de l'entrepreneuriat des jeunes pour que la nouvelle classe des jeunes soit des jeunes capables de se prendre en charge, et justement pour éviter ces cas flagrant des dichotomies entre les potentiels que nous avons et les conditions de vie des Congolais. Voilà, on va prendre les questions de Madame Chouchoukawa. Merci. Madame la ministre des Affaires sociales, j'aurais deux questions.
La première, durant cette campagne qui va débuter, quelles seront les priorités d'intervention en termes d'abri, d'alimentation, de santé, de l'éducation ou de protection sociale? Et ma deuxième question, c'est comment est-ce que le gouvernement entend-il mobiliser les entreprises, la société civile et la diaspora congolaise face à cette situation? Merci beaucoup. Alors, les priorités, c'est par rapport aux alertes. Quand vous arrivez, ça dépend d'un coin à un autre. Vous allez dans les cas des déplacés internes, vous posez la question, vous avez besoin de quoi? Nous avons faim, donc ils ont besoin de la réponse humanitaire en termes nutritionnels. Nous avons soif, ils ont besoin de l'eau. Nous avons maintenant un problème d'abri et puis ils vont parler de la santé. Alors, nous sommes dans l'approche de la durabilité. L'eau que nous allons leur donner, ça ne sera plus l'eau à amener seulement par des citernes distribuées dans les bidons, mais nous sommes dans l'approche de la durabilité. D'abord, là-bas, c'est le forage, par exemple. Mais aussi, nous avons mis en place un plan de retour volontaire et progressif des déplacés dans leur milieu d'origine. Il y a d'autres, par exemple, comme dans le Tanganyika, qui ont clairement dit que nous avons quitté Goma, nous avons quitté Bukavu, nous avons fui de Uvira, je suis en Tanganyika, je me sens chez moi. Nous avons retrouvé là-bas des médecins, des enseignants, des maçons, des ingénieurs outre mesure. Ils peuvent être casés, ils peuvent être intégrés. Ça aussi, ça fait partie des priorités. Donc, on va aller selon les milieux et les contextes. Vous arrivez auprès des enfants de la rue, ils vont vous dire « je veux un toit ». Donc, nous mettons en place les systèmes, leur réponse, c'est les amener dans des centres où on va les encadrer, où on va leur donner la possibilité de rattrapage scolaire, on va leur donner la possibilité d'apprentissage d'un métier pour qu'après, demain après-demain, ils deviennent des citoyens qui peuvent se prendre en charge eux-mêmes. Alors, comment nous allons mobiliser la société civile, la diaspora, les entreprises? À travers vous, madame, à travers les médias, vous êtes nos alliés les plus privilégiés, parce que ce que j'ai dit, c'est grâce à vous que je vais toucher toutes ces personnes. Donc, nous allons utiliser cela et nous avons déjà pris des contacts. Bientôt, là, nous avons planifié des réunions avec l'AFEC. J'ai déjà commencé à recevoir d'autres entreprises et il y a des banques, je peux les citer. J'ai reçu la Robank, n'est-ce pas, qui a beaucoup d'ambition. La Robank veut aller au-delà de la campagne. La Robank veut descendre sur terrain et avait déjà commencé. Il y a d'autres entreprises aussi que j'ai reçues. Je risque de ne pas citer toutes les entreprises, mais il y a des fondations qui sont venues me voir. Parce que nous avions déjà travaillé avec certaines fondations. Nous sommes allés remettre des prothèses, par exemple. Tous les militaires qui étaient amputés à la suite de la guerre, ils sont sautés par des mines et tout ça. Ils ont perdu leurs membres inférieurs ou supérieurs, ont reçu des prothèses à Kisangani grâce à une fondation, la fondation HJ. Donc, on avait déjà commencé quelque part. Ce sont ces partenaires-là qui nous disent « nous voulons quelque chose de permanent et de consistant ». Et il y a un système que nous avons mis en place, système d'octroi de certification des bons citoyens, n'est-ce pas? Même des entreprises, des mérites civiques de ces entreprises. Je crois que ça sera un système qui va devoir les encourager. La mobilisation, donc, on les fera avec vous, chers alliés. Voilà, on va prendre les questions de M. Pichu Mulumba, qui sera suivi de Mme Gino Rehema. Merci. Madame la ministre d'État, j'ai noté plus de 15 millions de Congolais qui sont dans une situation de vulnérabilité. Quels sont les critères qui vont guider l'identification et surtout la priorisation de ces bénéficiaires dans la répartition de l'aide qui sera récoltée? Ma deuxième question, si j'ai bien compris, la spécificité de cette campagne, c'est surtout son caractère permanent. Avez-vous défini des indicateurs précis qui vont permettre d'évaluer périodiquement l'impact réel de la campagne sur l'amélioration des conditions de vie des déplacés, des victimes des catastrophes et des autres groupes vulnérables?
Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, les 15 millions de Congolais dont j'ai parlé, je vous ai dit, j'ai lancé ces documents le 1er décembre 2025. Je l'ai rendu public après des contre-vérifications. On a travaillé avec tous les partenaires qui sont sur terrain, que ce soit au niveau international ou national, et aussi nos structures, la division des affaires sociales, les divisions des affaires sociales et les divisions de l'action humanitaire, ainsi que les superviseurs qui sont dans les 145 territoires. Alors, ces chiffres constituent désormais juste une référence, parce qu'après, il y a eu d'autres chocs qui se sont augmentés. Les cas de conflit, la prise d'Ouvira a eu des conséquences. Il y a eu aussi la déclaration d'Ebola le 15 mai, a eu aussi des conséquences d'augmentation du nombre de vulnérabilités depuis le 15 mai. Donc, néanmoins, ça demeure des chiffres référentiels. Les critères des sociétés, les gens qui ont fui la guerre, les déplacés de guerre, on n'a pas d'autres critères, d'abord des critères en termes de choc, ceux qui ont fui la guerre, ceux qui sont victimes des épidémies, ceux qui ont fui les aléas climatiques comme dans le Tanganyika, vous avez jusqu'à présent des sites de déplacés à cause des inondations, les lits de lac Tanganyika qui avait débordé, aussi la rivière Lukuga qui a été citée, et dans d'autres endroits, dans d'autres provinces aussi. Nous avons eu des cas de conflits intercommunautaires, etc. Alors, donc, les critères, c'est leur vulnérabilité sur place. Et en dehors de ces déplacés internes, nous avons les réfugiés, et en dehors d'eux, nous avons des personnes vivant avec handicap qui n'ont pas d'autres moyens de survie, qui sont aussi dans des sites que vous connaissez, que ce soit à Kinshasa ou ailleurs, qui n'ont pas le moyen de se faire soigner, qui n'ont pas le minimum comme les tricycles, des cannes, ou outre mesure, il y en a qui manquent juste un petit appareil pour lui permettre, les malentendants, d'entendre un tout petit peu. Nous avons des cas des enfants de la rue qui pilulent les rues aujourd'hui, vous les voyez, donc il y a des critères de vulnérabilité par rapport aussi à l'indice de développement humain qui permet de leur octroyer la carte d'indigence. Alors, le caractère permanent, vous avez dit quels sont les indices que nous allons avoir pour savoir qu'il y a eu évolution. C'est d'abord le mécanisme que nous avons mis d'évaluation de ce que nous avons collecté. Tout va commencer par là. Et en termes de résultats, si nous prenons, nous ciblons les déplacés internes, l'ambition est de fermer certains sites ou camps de déplacés internes. Tout à fait. Et cette ambition-là constitue déjà un indicateur par excellence. Donc, c'est un indicateur objectivement vérifiable pour savoir, avant, nous avions 50 000 déplacés internes dans un site comme Kingozi, comme à Nizi, comme à Rwampara, comme à Kisangani, à Saint-Gabriel ou à la rive gauche là-bas. Si un seul camp parvenait à être fermé, c'est qu'il y a eu retour, il y a eu réinsertion. Mais évidemment, ça serait une réinsertion volontaire, on ne va pas obliger, on ne va pas bousculer les gens. Mais nous allons leur montrer les bienfaits qu'il y a, l'intérêt qu'il y a d'aller chez soi, parce que nul n'est mieux que chez soi. Actuellement, à Kisangani, les conflits Mbol-Lengola, il n'y en a plus. Il y a une cohabitation pacifique. Tout à fait. À telle enseigne qu'ils sont à la rive droite, pour certains à la rive gauche, à la paroisse, je crois que Sainte-Thérèse pour les autres. Il y en a qui vont dans leur village, commencent à cultiver, mais tellement les conditions des infrastructures sociales de base n'existent plus, les villages sont en ruine, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'école et tout, ils reviennent, ils vont juste cultiver, ils reviennent. Moralité, il y a possibilité de retourner. Maintenant, c'est à nous de les accompagner. Là, c'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur qui a pris le lead de cette situation. Nous sommes dans les processus de retour volontaire de tous ces déplacés. Ils se retrouvent dans les 3 sites.
Donc nous avons procédé, on est en train de finaliser l'identification de ces personnes. Nous sommes en train d'identifier les lieux de leur retour et l'accompagnement sécuritaire en mettant en place des sous-SIAT pour les sécuriser. Ça sera en fait holistique, multisectoriel, la construction ou la réhabilitation des écoles et leur donner aussi des kits que nous disons, les kits de réinsertion qui peuvent être constitués un peu de tôle, un peu de ciment, des clous et tout ça pour qu'ils aillent se reconstruire leur maison et puis les vivres. Et puis du côté agriculture, par exemple, les intrants et les outils agricoles, ça va les aider. Donc ça, si on ferme un site, c'est ça l'indicateur. Si nous voyons la diminution des mendicités dans la rue, c'est aussi un indicateur important. Si nous voyons la diminution des enfants de la rue, c'est un indicateur important. La diminution du nombre des analphabètes, c'est un indicateur. Donc, on va y aller de manière tout à fait systématique à évaluer au fur et à mesure. C'est une ambition qui n'est pas impossible, qui est réalisable. La réhabilitation des centres de promotion sociale et le retour des fonctionnements de ces centres ou des orphelinats, ça constitue aussi des indicateurs. Voilà, merci. On va prendre les questions de Mme Gino Rehema. Après, ce sera M. Jean-Pierre Kayembe. On va terminer avec une question en lingala. Allez-y, Madame. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre. Madame la Ministre d'État, F. Bazaïba, une fois de plus, vous avez dit maintenant, mais moi je me demande maintenant avec F. Bazaïba, je voulais comprendre pourquoi cette campagne se décide de se lancer maintenant, alors que nous avons toujours connu des problèmes humanitaires, des problèmes sur le plan de solidarité nationale. Alors la question, comment les Congolais vont-ils contribuer ? Vous avez parlé des canaux, mais c'est tous les canaux qui seront pris en compte ou bien il y aura des numéros par lesquels les gens vont envoyer leur contribution et est-ce que ces numéros seront suivis des centres, par exemple, je dirais d'appel ou de traitement ou je ne sais pas, comme les services clients les font avec les opérateurs des télécommunications. Une deuxième question, vous avez parlé des indicateurs. C'est très important pour savoir qu'il y a de l'impact réel. Alors, comment vous allez procéder pour pouvoir savoir effectivement qu'il y a, c'est vrai, on va voir qu'il y aura diminution de ceux-là qui sont en train de mendier, mais comment vous allez évaluer ça, je vais dire, en termes techniques? Merci beaucoup. Madame la ministre d'État, permettez qu'on prenne aussi les questions de M. Kayembe, de M. Fabrice, comme ça nous répondrons en une vague pour aussi tenir compte du temps. Allez-y, M. Kayembe. Merci, Excellence. Madame, vous dites que nous avons autour de 15 millions de nos concitoyens qui sont en difficulté. Votre document a été rédigé, selon vous, en 2025. Dieu seul sait s'il n'y a pas eu de déplacés supplémentaires. Ça veut dire que la question est urgente. Je suis tombé sur un document de OCHA qui parle d'environ 1,4 milliard de dollars dont on a besoin en ce moment pour venir en aide aux nécessités. Et j'imagine qu'au niveau de votre ministère, vous avez travaillé sur une estimation de chiffres. Aujourd'hui, concrètement, combien voulez-vous mobiliser et quelle est la part du gouvernement? Ça, c'est la première question. La deuxième et la dernière. On n'est pas à la première campagne. Il y en a eu d'autres, vous les avez évoquées. Je voudrais m'arrêter à la dernière, la toute dernière, qui remonte à 2022. C'était il y a 3 ans. On a vu quelques activités, ici ou ailleurs, mais jamais un rapport final qui nous dit combien d'argent avez-vous mobilisé, combien de dons en nature, combien de tonnes, jamais un rapport. Parce que cet exercice est axé sur la redevabilité. Je voudrais bien savoir le bilan de la première, enfin la dernière campagne, avant de parler de l'actuelle. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Fabrice, allez-y pour vos questions. Ces questions seront en lingala. Matondi mingi ntoma Patrick Muyaya Zambi na ile mutuna moko na ministre ya koyangela kamambia bomoto bayi Congo démocratique balingi koyeba na bopalanganisi sango oyo sil ko lancer pour na kotelemela
topé ko accompagner Genocost pour être étambola na matoi ya bayi Congo démocratique nyonso mbanu nango pena boko zeranini lokola mbura matare ko Congo démocratique mutuna mi balezali kaka na musalo ko sala nzokande ba ye ba to oyo pe baselaki déplacement na conflit interne oyo ezalaki entre teke yaka baselaki bongo ko déplacer na kati ya mboka na bango boni mbula matari boko zela boko sala ndenge nini pona ko zongisa bango zamina bituka bazalaki mwa kimesi ezongi na musala oyo ntoma elezera ko sala na mwana mboka Patrick Muyaya lelo bayi Congo yenge bene penda ba mama batambolaki pona ko telemisa mongongo epai ya mokonza kwangela kamambi ya CESAC pona ko telemela baye oyo bako palangantsa sango ya mabe ko finga ba autorité. Yo, en tant que ministre, il y a information pe otala makambo ya ba palangantsi sango okozwa likambo wana na ndenge nini parce que bango balobe sengeli kolongola ba application mususu ko bebisa éducation ba Congo démocratique. Voilà, merci Namotuna Nayo. Tozongela. Oui, merci beaucoup vous Madame Gino, vous êtes revenue pour dire pourquoi maintenant. J'ai dit que je n'ai pas inventé la roue. J'ai trouvé que les campagnes se sont organisées, donc on n'a pas à dire maintenant cela. Et si je l'ai fait une année après mon avènement au ministère des Affaires sociales, parce que justement, j'aimerais améliorer tel que ça s'est fait, c'est en même temps la question que je vais répondre de M. Kayembe qui parlait des rapports avant d'aller à commencer une nouvelle campagne. Nous avons pris le temps pour voir comment nous allons faire de sorte qu'il y ait la transparence et que ça soit une campagne crédible, que ça ne soit plus une campagne seulement sporadique mais permanente. Parce qu'on va faire la campagne sporadique comment les besoins humanitaires demeurent, ces besoins sont permanents. Au grand mot, il faut de grands remèdes, il faut le parallélisme des formes par rapport aux besoins. Alors, nous allons aller de manière permanente en appui, en fait, à ce que le Trésor public fait, le gouvernement de la République, et en donnant aussi l'opportunité à toute personne physique et morale qui souhaiterait contribuer. Il y a de plaisir à donner qu'à recevoir. Beaucoup aimeraient faire leur donation aussi pour servir les autres par rapport aux images qui sont tentés de voir. Alors, comment nous allons les faire? Et vous êtes revenu encore sur des indicateurs. Alors, nous allons le faire à travers les structures existantes. Nous avons des assistants sociaux, nous avons des experts en matière sociale, nous avons des experts en matière de gestion des catastrophes et tout ce qu'il y a comme question humanitaire. C'est de la science, c'est vraiment une technicité. Les indicateurs, je vous ai donné des exemples concrets. Si nous prenons le cas des conflits Lengo-Lambole, il n'y a plus de conflits. Il y a des cohabitations pacifiques maintenant. Tout est revenu en ordre après la conférence de paix qu'on a eue, après tout ce qu'il y a eu comme... Le passage du président de la République lui-même, je me souviens lorsque nous avons fait le conseil des ministres là-bas. Exactement. Tout s'est bien passé. Maintenant, nous sommes arrivés à l'étape de le faire revenir. S'ils ont traîné, c'est parce que nous attendions à trouver des moyens et des mécanismes de leur retour. Venir, c'est bon, ça s'est fait dans l'urgence, c'est rapide, mais le retour doit être un retour d'abord volontaire, conformément aux droits humanitaires. Les droits humanitaires internationaux recommandent à ce que le retour dans ces cas d'espèce soit absolument volontaire. On ne veut pas obliger quelqu'un, et aussi sécurisant. Le retour doit être aussi sécurisant. Alors, l'indicateur, par exemple, de faire disparaître un site comme, fermer un site comme la paroisse Saint-Gabriel, c'est simple. Lorsque nous allons terminer l'identification de tous les volontaires, lorsque nous allons les sensibiliser pour dire nul n'est mieux que chez soi, on préfère là-bas chez vous, il y a le forage, il y a un marché, on vous construit un centre de santé, on donne la possibilité d'emploi à la population. Je pense qu'il y aura un choix à faire entre être sous des bâches où les intempéries, vous êtes à la merci des intempéries, et de rentrer chez vous, vous avez un toit décent où vous allez protéger votre population. Par rapport aux enfants de la rue,
j'ai dit la diminution du nombre des enfants de la rue. Nous allons le faire par rapport à des statistiques. Il y aura des experts qui seront déployés sur le terrain. Ils vont prendre les données que nous avons des nombres des enfants de la rue qu'on va voir dans un site donné. Et lorsque nous allons les prendre, nous allons les réinsérer, nous allons les accompagner dans le rattrapage scolaire et l'apprentissage des métiers. Ça sera déjà un indicateur. Une année, 2 ans, 3 ans après qu'on ait terminé le rattrapage scolaire, nous allons publier ces rapports. Alors, financièrement... Oui, vous allez continuer, mais il y a quand même une question de M. Eric Izami qui m'a fait parvenir. Les dons qui seront donnés ne seront pas qu'en numéraire. Il y a des dons en nature. Et donc, si vous avez, par exemple, un stock des vêtements, est-ce que vous serez en mesure d'indiquer, par exemple, dans toutes les provinces de la RDC, des points à partir desquels ces dons peuvent être envoyés? Exactement, nous serons en mesure de les faire. Nous avons les centres de collecte. J'ai pris un arrêté pour les centres de collecte. Pour le moment, nous allons lancer le vendredi. Et puis, au ministère des Affaires sociales, il y a un endroit qui nous a été disponibilisé par les gestionnaires des sites où nous allons faire, comme de la fois passée, nous allons commencer à enregistrer des dons en nature et nous attendons que le ministère des infrastructures et travaux publics puisse nous disponibiliser aussi un autre site où nous allons mettre dans une place publique pour qu'il y ait facilité de conduire ces dons. Si vous voyez dans l'arrêté que j'avais pris, nous avons aussi besoin des bénévoles qui viendront dans leur technicité. Il y a des habits qui nécessiteront, par exemple, l'ajustage. Nous aurons besoin de machines à coudre. On aura besoin de couturiers qui vont les arranger. Et puis, nous allons les disponibiliser avec un triage pour mettre les habits pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, et suivant les catégories, de sorte que nous puissions les emballer correctement et à devoir les envoyer là où les besoins, donc là où il y aura, on va requérir les besoins. Alors, par rapport au financement, vous avez parlé des données chiffrées de OCHA, 1,4 milliard. Je vous dis, c'est OCHA, oui, parce que nous travaillons en partenariat, c'est le gouvernement de la République. C'est le document qui est là, je vais devoir vous donner, je ne sais pas si mes équipes avaient amené ça en grand nombre et que nous avions dispatché, c'est 1,4 milliard. Je vous dis qu'à ce stade, ça demeure des indicateurs parce qu'après, la situation avait malheureusement été changée, les chiffres ont changé en augmentant négativement pour nous parce que là, ça augmente encore la vulnérabilité. Donc, nous planchons sur la mobilisation des ressources à ce niveau-là. Qu'est-ce que le gouvernement va donner? Je ne sais pas vous le dire maintenant, mais vous avez vu, lorsqu'il y a eu l'urgence d'Ebola, on sait déjà que l'aide humanitaire internationale n'est plus au rendez-vous. Le gouvernement a, malgré des problèmes, a dû mettre à la disposition 50 millions. Et c'est ce qui a fait que, concrètement, ce n'était pas des annonces, c'était vraiment du concret. Et nous avons vu maintenant l'élan des partenaires, mais je souligne que ces partenaires-là ne donnent pas au gouvernement. Les partenaires donnent à des organisations internationales qui travaillent sur le terrain. Tout ce que nous sommes occupés et employés à le faire, c'est qu'il y ait une coordination au niveau de la riposte Ebola pour clarifier le gouvernement. Ce que le gouvernement fait est clair. Nous nous occupons de XY choses, notamment le paiement des salaires, des primes, de tous les médecins avec S qui travaillent à Ituri, que ce soit ceux qui travaillent en privé ou qui sont dans des institutions publiques. Ça, c'est à charge du gouvernement de la République. Le gouvernement de la République a mis en place les laboratoires parce qu'on ne peut pas à tout moment envoyer des échantillons à l'INRB. Il faut qu'il y ait des laboratoires. Il y a à peu près 6 laboratoires qui sont fonctionnels maintenant à Ituri et 2 laboratoires fonctionnels maintenant à Kisangani et on est en train de continuer. Le gouvernement a mis des moyens pour qu'à côté de chaque site de déplacés, il y ait ne fût-ce qu'un poste de santé, de transit pour donner gratuitement des soins médicaux et en même temps, c'est le dépistage lorsqu'il y a un cas qui peut y avoir des soupçons de XY maladie, Ebola ou pas, on l'oriente vers des structures
approprié. Donc, c'est ce que les partenaires donnent, mais ça ne passe pas par le gouvernement de la République. Même ce que nous avions mobilisé, certains fonds ensemble avec OCHA, ça se trouve être logé à OCHA, et OCHA les dispatche comme il entend. Mais ici, le gouvernement de la République va mettre les moyens pour nourrir sa population. Jusqu'à présent, la République démocratique du Congo, le Trésor public congolais est le seul à nourrir les déplacés internes ici en République démocratique du Congo et les réfugiés à l'extérieur du pays. Tant soit peu, en fait, nous venons en assistance humanitaire. On parle de l'assistance, même pour les cas de ceux qui sont victimes de catastrophes naturelles. On ne vient pas en indemnisation parce qu'il y a des structures appropriées pour l'indemnisation. Par exemple, le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, c'est l'assistance humanitaire. Par contre, nous avons d'autres structures qui existent et de manière spécifique. Vous prenez par exemple Frivao, qui s'occupe essentiellement à Kisangani des victimes de la guerre entre le Rwanda et l'Ouganda. Et puis vous avez le FONAREV qui s'occupe des cas de réparation, de l'accès à la justice, l'autonomisation et l'aide humanitaire pour les victimes des violences sexuelles liées au conflit de manière spécifique. Ici, nous parlons des cas de l'aide humanitaire dans son ensemble. Voilà. Effectivement. Et voilà, la question en lingala de M. Fabrice Chambo. Boye, tunaki ngai motuna ndeko makambo etali Genocost na uti koloba na yo makambo etali Genocost pe na lobaki yango na lopoto awa tozali na ba, comment je peux appeler les structures en lingala, tozali na Masanga, c'est des associations. Tozali na Masanga oyo penza Masanga te oyo l'État atiaki pona kotala baye bazwi makama sima ya bitumba oyo Rwanda na Uganda babundaki na mandoki makilo na mboka na biso na Kisangani essentiellement. Boana to ba structure ezali wana ezali Frivao ekotala baye nyonso bazwaki makama baye bakufela bato to baye batikali bibosono kolana na bitumba wana. Et puis tozali na FONAREV oyo Frivao na lingi naloba ezali na sima ya ministère ya justice. Bongo FONAREV ezali na sima ya ministère ya droits humains wana etali lokola basi oyo bazwamaki na makasi na eleko ya bitumba to baoyo balingi bakende lokola epai ya bazuzi po bakata likambo na bango. Bon, mosala ya Frivao ezali ko accompagner bango to baoyo bakopesa bango mwa lisungi basi wana babwakaki bango lokola bazwamaki na makasi epesi soni na kati ya mabota batie bango pembeni bakopesa bango mwa makoki muke pona lobiko na bango. Kasi oyo biso tozali kobeta tangwa ya kosala milulu ya kosenga makoki to misolo ezala misolo ezala mbano lokola bilamba ya kolata biloko ya kolia to sapato to eloko nini tozali kosala pona kosunga bandeko na biso baoyo bakimi bitumba ya solo bazali na bakan ya badeplace oyo tobengi bango badeplace interne po bazali na kati na mboka na biso. Tozali lelo na bakan kama moko tuku sambo na moto ba 176 sites de déplacés internes. Tozali pe na misolo tozali koluka wana ezali pona kosunga babola. Tozali na kati ya mabota na biso bandeko ba mususu bazali babosono, bandeko na mususu bazali na bana bitike, bazali na makoki ya kosimba bango te. Soki mwana bitike wana asimbami malamu na libota te abimi na balabala. Ba mususu tomonaka mwasi na mobali bakabwani mobali alingi abali mwasi mususu to mwasi abali mobali mususu mwana wana to bana wana balingi bango te bana bakomi miterengano na babalabala. Batu bayebi kotanga na kokoma te makambo ebele toza nango ya pasi nde tozali kosenga misolo wana po tosunga bandeko. Ezali soni pe mawa tomonaka bandeko na biso bakokende kosengaka na babalabala boye leta azosunga kasi biso moko pe oyo zali na mwa eloko toyekola kokabola toyekola kokaba toyekola komilinga tozala na bomoko
Voilà, maman Eve, merci beaucoup na motuna otuni nabi ke yozongela mingi makambu ya mobondo tokozongela na ministre délégué o akopé ça ba détail po tokomi na sima ya ngonga à 20h journal de kobandaka na mingi te. En plus madame la ministre d'État, donc nous serons disponibles à vous accompagner, y compris avec la télévision nationale, pour garder en permanence justement cette idée de la solidarité nationale. Nous allons travailler évidemment avec les équipes de Congolais Téléma pour qu'au quotidien, oui, nous allons diffuser les spots à la fin de cet exercice. C'est prévu pour le 25 août prochain, les lancements par le président de la République lui-même. Nous serons là pour faire le relais, mais nous serons davantage là pour être sûrs que nous accompagnons et que les exemples des uns des autres puissent servir d'exemple aux autres Congolais. Alors, Namotuna Oyotuni Awa, Ndeko Fabrice, Namakambo et Taliba réseaux sociaux. Yamotuya o il faut koyeba c'est que biso kokola o tokola mama bazai bakoli sabiso awa mafingeze loko balakisaka biso te okoki na okozala na opposition okoki na okozala contre mais mafinga wana eza babiloko moko yango pende zo bebisa image ya mboka na biso lelo na babiloko ya ba réseaux sociaux soki muto alobi fona kende na RDC eloko aliboso akosala akei na ba réseaux sociaux. Sikoyo biso awa na président Félix Antoine Tshisekedi to sala choix ya démocratie. Soki to lobby na bolandia motuna na yo. Soki to lobby ke lelo to kanga TikTok. To ko pénaliser ba oyo basalela ka TikTok na ndenga mayele. Lelo soki moko na babiso ndenge to salela ka biloko wana. To mi pesi limite te. Eza na ba risque ebele. Na koloba nyonso ate me bato nyonso bafingaka o bazofinga soki baolanda siko batika na butu lelo o ekokomela bango bokanisa te ke soki oza na poto obatami na poto moyen to koma isiko ali ezali te parce que lelo ekomi likambo ya image ya mboka likambo ya éducation o tozopesa bana na biso parce que ba réseaux sociaux bomoni na bamboka nyonso bazopekisa ba réseaux sociaux à partir à 15 ans. Na solo la kina ministre oyo ya éducation mama Raissa na mikolo ezali koya tokokutana na première ministre oyo tokosala pe ba directive oyo ya biso kasi soki tozwi ba mesure oyo ko pénaliser ba oyo basalela kango na limemia na respect elengo bani est-ce que tokosala malamu to tokosala mabe yango tokosepela bino pe ba pandisango ba gardien des valeurs bo benda batumatoi. Ministre de la Justice a sala ba circulaire awa. To beta lisolo nango d'ailleurs to kozonga na awa to ya kolimbola na mwa mulai o tozo kanisa ko sala. Ba o nyonso ba kotombe ya victime balo bate kuna démocratie sili. Balo bate a kuna na RDC bazo sala boy parce que trop c'est trop. Na kozonga lango na lopoto po batu baye bake. Les réseaux sociaux ne devraient jamais constituer un espace où l'insulte remplace l'argument. On peut être en profond désaccord, mais utilisons des arguments. On peut dénoncer avec force, sans porter atteinte. Maman Bazaï Baloba qui m'a parti politique ne bandelia. Est-ce que lorsqu'on insulte, lorsqu'on ne se donne pas des limites par rapport à l'âge, par rapport à la personne humaine, tout simplement, qu'est-ce que nous voulons engendrer? Parce que lorsqu'on fait preuve d'une telle violence verbale, la violence verbale, qu'est-ce qu'elle peut appeler? Et donc, il faut que les uns les autres soient responsables. Le choix de la démocratie et de la liberté d'expression qu'on a fait est un droit, mais ne dispense pas des responsabilités. Et donc ici, c'est une mise en garde aux uns aux autres. Si vous pensez que vous allez éternellement vous dissimuler, peut-être qu'il y a des raisons des papiers, où vous vous trouvez, la justice vous atteindra. Et parce que pour l'exemple, nous avons l'obligation de protéger nos enfants. Et pour protéger nos enfants, l'État fera ce qu'il doit faire. Voilà, on va terminer là. On va diffuser le spot qui annonce cette activité du 25 avec le président. Et évidemment, vos équipes sont les bienvenues pour que nous puissions ensemble voir de quelle manière on peut redonner le sourire, réconforter l'espoir. C'est les slogans de la campagne que vous allez lancer ou que le président de la République va lancer dans les jours qui viennent. Merci à vous.
Madame la ministre d'État, de votre participation et nous aurons l'occasion de revenir évidemment dans un autre exercice de redevabilité. Je vous en prie. Merci. Bonne soirée chez vous et bonne continuation. Merci.